Je salue Juliana Nunes qui participe, enfin qui sera à ma place le 30 mars. Et voilà, comme on s'est vraiment coordonné. Pourquoi? Parce que ça semble vraiment important de repenser le corps dans une globalité, ou la personne dans une globalité. Donc il y a l'aspect du corps, bien sûr, mais il y a aussi l'aspect psychique. Et souvent, on va parler d'un état ou de l'autre. Du coup, on a une vision toujours partielle, ce qui donne une réalité qui est partiellement juste, mais entièrement fausse. Donc, l'idée, sous le stress, de pouvoir parler de ce sujet sous ces deux aspects-là, ça amène cette globalité qui est, en tout cas pour moi, me semble importante. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, je ne suis pas tellement habituée à parler par Zoom, comme je pense beaucoup d'entre vous. Moi, je suis plutôt en général en contact direct avec les gens, donc j'appelle à votre indulgence si il y avait des longueurs ou des répétitions. Et on y va. Alors, oh, ça passe pas. Alors, voilà. Alors, le stress. Alors, en général, comme j'ai les gens en face de moi, je leur demande ce qu'ils pensent des sujets que j'aborde. Donc là, comme c'est difficile d'avoir une interaction, j'ai été regarder dans le dictionnaire électronique des synonymes, Crisco, et puis quelques synonymes de stress. Alors, les mots que j'ai trouvés, c'est trac, agression, pression, angoisse, tension, choc. Alors, c'est une ambiance un peu sinistre, hein, vous pouvez le voir. Et puis ailleurs, dans d'autres sources, on parle de bon stress et de mauvais stress. Donc, ce serait une chose qui soit à la fois bonne et à la fois mauvaise. Donc, ce mot stress, c'est un peu un fousitou. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Voilà, donc je commence avec un peu cette impression de quoi on parle quand on parle de stress. Et puis, pourquoi ça passe pas? Ah, il faut que je fasse comme ça, voilà. Mais je ne sais pas. Alors, la définition de Wikipédia, donc qui est une encyclopédie libre, hein, c'est un peu tout le monde peut y aller et écrire. Donc, il propose le stress est en biologie l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des pressions, des contraintes de l'environnement. Alors là, il y a une dynamique qui se passe. Donc, voilà. Donc, si je mets ça en image, vous avez un environnement qui est en vert, vous avez un organisme en jaune, et puis vous avez des pressions et contraintes qui viennent contre l'organisme. Et puis, en fait, ce qu'on appellerait stress, ce serait l'ensemble des réactions. Donc, vous voyez que cet ensemble de réactions, il est compréhensible que si on a une vue de l'organisme et de l'environnement. Donc là, il y a une ambiance qui est nettement moins cynique ou sinistre par rapport à tout à l'heure. Et puis, ça pose plutôt la question, est-ce que le stress serait une réponse, une réaction, une capacité d'adaptation? Alors, c'est ce dont on va un peu discuter. On peut, si je veux figurer ça un peu autrement, on peut imaginer que l'environnement, c'est un plan d'eau. L'organisme, c'est un bateau à voile. Et puis, les pressions et les contraintes, ce serait le vent. Et donc, du coup, l'ensemble des réactions, ce serait la voilure. Alors, il y a la petite voile, la grande voile, le foc. Est-ce que je les mets? Est-ce que je les enlève? Voilà. Donc, on va vraiment parler de ça. Et puis, dans l'organisme, il y a un capitaine à bord qui décide de ce qui se passe. Alors, qui est le capitaine chez nous? Alors, on va voir ça. Donc, au menu, on va parler du système nerveux autonome, je vais nommer SNA. Et en fait, le capitaine à bord, c'est lui. Alors, c'est particulier parce que sa particularité, c'est qu'il échappe à notre volonté, ou en tout cas qu'il n'est pas sous le contrôle de la volonté. Donc, et pourtant, c'est le capitaine. Et ensuite, il y a 3 états du corps qui vont être déclenchés par le système nerveux autonome. Donc, vous avez en vert un état corporel de connexion, en rouge un état corporel de mobilisation. Donc, ça signifie que le corps il va être en mouvement ou prêt au mouvement. Et puis, en bleu, c'est un état d'immobilisation. Et vous voyez que les petites flèches, elles vont dans ce sens-là. Et il n'y a pas forcément de lien entre ces deux-là. Et en fait, ça va vraiment être, j'ai envie de dire, le plat consistant de notre menu. Et puis, mon corps me parle, il me dit dans quel état je suis. Ça veut dire que ces états-là, si j'écoute mon corps, il va me dire dans quel état je suis. Donc, comme dans tout langage, il y a des mots
M-O-T, et il y a une syntaxe de ces mots. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter ce soir. Ensuite, ici, c'est plutôt le dessert. Donc, trop, c'est trop. C'est un petit principe de réalité qui, je pense que c'est important de rappeler. Ensuite, quand le système nerveux autonome fonctionne trop bien, que se passe-t-il? Et puis, comment revenir à un état de connexion? Donc, l'état de connexion, c'est celui-là. Et puis, idée d'aide pour la connexion. Alors, on va parler un petit peu du champ d'approche avec le cheval et d'une approche, alors que pour le coup, je pratique, c'est le TRE, qui ça signifie Trauma Releasing Exercises. Donc, en français, c'est la libération du trauma par des exercices. Voilà notre menu et on va essayer de faire ça en 1 heure. Alors, le système nerveux autonome, donc c'est une partie de notre cerveau et qui descend dans la moelle épinière. Donc, sa définition, c'est qu'il ne fait pas partie de notre volonté. En tout cas, il marche sans notre volonté. Donc, son rôle, c'est qu'il prend soin ici de nombreuses fonctions automatiques de notre corps. C'est Catherine Auberson qui donne la formation. Il faudrait que vous coupiez votre micro, s'il vous plaît. Ok, super. Alors, j'ai listé différentes choses dont s'occupe le système nerveux. Alors, autonome. Donc, par exemple, le rythme de cœur et de la respiration. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on respire et le cœur bat. Si vous dormez, si vous courez, quelle que soit votre activité, quand vous mangez, si vous lisez, quand vous parlez avec quelqu'un, ça se fait. Ça respire et le cœur bat. Donc, et ça, c'est toujours le système nerveux autonome qui va s'en occuper. Donc, c'est en dehors de ma volonté. Après, il va aussi, également s'occuper de la digestion. Alors, la digestion, je peux décider ce que je mange, je peux décider à quel rythme je le mets dans la bouche, je peux décider le nombre de fois où je vais mastiquer, je peux décider à partir de quand je déglutis. Et une fois que j'ai dégluti, ça m'échappe. La digestion se passe. Je ne peux pas dire à ma digestion, à mon système digestif, une fois que j'ai déjeuné avec mon croissant, dire à mon système digestif, oh, écoute, il faut que tu digères un peu plus vite. Non, ça se fait avec le système nerveux autonome. Puis après, il y a au niveau de l'estomac, après ça passe dans le duodénum, après dans l'intestin grêle, le gros intestin, et puis après ça arrive dans mon ampoule rectale, et à ce moment-là, je vais avoir l'envie d'aller aux toilettes, et ma volonté intervient, je décide d'y aller ou non. Mais entre les deux bouts du tuyau, si je peux dire, parler ainsi de notre système digestif, ça se fait sans contrôle. Ensuite, il y a la température du corps. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, et pourtant, c'est très important. Notre organisme, c'est un organisme à sang chaud. On doit absolument maintenir notre température, parce que si on part en hypothermie, c'est-à-dire si le corps diminue sa température, c'est un immense stress, et si on est trop froid, on meurt. Donc, il y a un réel danger de mort si la température corporelle n'est pas maintenue, n'est pas adéquate. Donc, quand j'ai froid, une des réactions, c'est de trembler. Et quand j'ai trop chaud, une des réactions, ça va être de transpirer. Et le système nerveux autonome, c'est de nouveau lui qui va s'occuper de ces adaptations. Alors ça, c'était un petit peu pour vous introduire ces différentes fonctions desquelles il s'occupe. Et puis, la dernière que j'ai mis en violet, donc la liste, elle n'est pas exhaustive, mais ça décrit déjà quelques activités importantes. Alors, il va également prendre soin de notre survie par sa manière de réagir et de s'adapter au contexte et aux dangers et sécurités qui se trouvent dans notre contexte. Alors, poursuivons. Alors, comment fonctionne ce système nerveux autonome? Alors, c'est un détecteur de danger et de sécurité qui analyse constamment notre environnement. Alors, il faut imaginer que c'est comme si vous regardez un chat ou un chien ou un cheval quand ils dorment. Ils ont toujours leurs petites oreilles là qui sont en action, et c'est tout le temps en train d'analyser tout ce qui se passe. Un chat, il dort, vous lui parlez, ça va bouger. Voilà. Le chien, c'est pareil. Alors, notre système nerveux, il fait pareil. Il prend toutes ces informations et puis de ces informations, il va différencier 3 états. Soit il se dit « Ah, je me trouve dans une situation de sécurité », soit il va décider qu'on est dans une situation de danger,
soit il décide qu'on est dans une situation de menace de mort imminente. Et ça, c'est très rapide, hein, et ça ne passe pas par notre pensée rationnelle. C'est toujours au niveau de ce système nerveux autonome qui échappe totalement à notre rationalité et à notre volonté. À chacune de ces trois situations, donc une situation de sécurité, de danger ou de menace de mort imminente, correspond un état corporel. Alors, les trois situations et leur état corporel correspondant, donc la situation de sécurité en vert, donc l'état corporel, c'est la connexion. Alors là, je vous ai mis la photo d'un chat qui s'occupe de sa toilette. Donc, il y a un auto-nettoyage. Donc, vous voyez que le chat, il ne dort pas, il n'est pas non plus immobile, mais il s'occupe de lui et il est dans un environnement sain et sauf. Sinon, il ne pourrait pas s'occuper de lui comme ça, il aurait une sorte de vigilance. Alors, on va voir plus tard tout ce qui se passe dans le corps. Voilà. Ensuite, l'autre situation, donc c'est une situation de danger. Et puis, l'état corporel, ça va être de mettre le corps en mouvement ou prêt au mouvement. Et bien là, je vous ai mis une gazelle qui court, et avec la lionne qui est derrière. Alors, à quoi sert cet état? Ça sert à échapper au danger ou à attaquer le danger. En anglais, on parle du fight or flight à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment un processus de survie. Et puis, si cette stratégie de mettre le corps en mouvement ne fonctionne pas, eh bien, le système nerveux autonome, il va détecter la situation comme une situation de menace de mort imminente, et puis il va mettre notre corps dans un état d'immobilité. Alors là, ce n'est pas le chat qu'il faut regarder, mais c'est la petite souris ici, donc qui est toute molle, toute immobile. Voilà. On dirait qu'elle est morte. Elle n'est pas morte. Je vous assure qu'elle n'est pas morte. Et elle n'a pas fait du théâtre, la petite souris, pour faire semblant d'être morte, mais c'est son système nerveux autonome qui la met dans cet état. Alors, quand on parle de stress, en fait, le stress, il y a cette notion de danger. Hein, et donc, le stress, on a vu que c'était une réaction, un ensemble de réactions à un danger. Alors, il y a cette situation qui est une manière de mettre l'accélérateur sur mon organisme. Et si ça ne fonctionne pas, le système nerveux autonome, il va venir ici et en fait, il met le frein en même temps. C'est l'accélérateur d'abord, et ce n'est pas qu'il lâche l'accélérateur et qu'il met le frein, il met les deux à la fois. Donc cet état-là, il est très coûteux pour l'organisme. Ah, pardon, je suis passée là, je ne voulais pas tout de suite passer. Voilà. Cette situation ici de sécurité, donc quand on est sain et sauf, dans l'état de stress, en fait, elle brille par son absence. Et c'est dans ce sens-là que c'est bien d'en parler, parce que de temps en temps, on doit pouvoir revenir dans cet état. Il faut savoir que ces trois états, ils sont totalement physiologiques, totalement sains, ils nous sauvent la vie et on doit pouvoir passer de ces états facilement. Il doit y avoir une fluidité, ça doit être labile. Donc, à ce moment-là, on va plutôt être dans ce qu'on va appeler le bon stress. C'est-à-dire que je suis ici et je dois pouvoir revenir là. Voilà. Après, attendez voir, c'est de nouveau parti trop vite. Non, pardon. Ouh, loulou. Est-ce que ça marche? Non. Oui, voilà. Alors, excusez-moi pour ces petits... je suis un peu maladroite au niveau de la technique. Alors, donc, ce que je vous disais avant, c'est que le corps, il va nous dire dans quel état il est, et donc il va le dire avec ce que j'appelle des mots, M-O-T, et puis il y a une sorte de syntaxe à apprendre, et c'est ce qu'on va voir maintenant pour chaque état corporel. Donc, je vais vous poser d'abord le vocabulaire. Tac, on y va. Alors, ça, c'est ce que j'appelle les mots, et je mets entre guillemets, du corps, ce que je peux sentir, ce que je peux entendre du corps à peu près immédiatement, soit de mon corps, soit du corps de la personne en face de moi. Ce n'est pas toujours par rapport à la personne qui est en stress elle-même. Alors, les mots, c'est ça. Alors, on va parler de l'oreille, et c'est surtout le spectre sonore. Donc, selon l'état dans lequel je suis, le spectre sonore auquel je vais avoir accès va se modifier. Alors, ça, je peux le sentir parce que je ne vais pas être attentive au même bruit, ou en tout cas, certaines tonalités me seront plus accessibles qu'une autre. Ensuite, au niveau du regard, la direction du regard, en fonction de ces états corporels,
ils vont changer. C'est-à-dire que je peux avoir un regard périphérique qui regarde tout autour de moi, ou un regard qui fixe, il y a vraiment un focus sur un objectif, ou bien pas de regard du tout. Et ça, je peux m'en rendre compte. Le cœur, on va parler du rythme du cœur, et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi percevoir soi-même, surtout si on s'y entraîne, ou qu'on peut mesurer en prenant le pouls. Et selon ces états, mon cœur, il peut battre très très vite, plutôt très lentement, ou plutôt juste ce qu'il faut. Au niveau de la respiration, et à nouveau, ça, je peux me rendre compte si je respire vite ou lentement, il va y avoir une modification de très vite, très lentement, ou juste ce qu'il faut. Alors ça figure un muscle. Là, on va parler du tonus musculaire. Et le tonus musculaire, c'est, on pourrait dire, l'état l'état de tension du muscle. C'est toujours un petit peu difficile à définir le tonus musculaire. Alors, quand mon muscle il est prêt au mouvement, il y a un tonus qui va plutôt augmenter. Et puis, donc, selon ces 3 états que je vous ai présentés précédemment, mon tonus il va bien sûr varier si je suis plutôt au repos ou si je suis en mouvement, ou comme la petite souris, si je fais comme si j'étais morte. Et ça, on peut le sentir de nouveau. Hein. Je peux sentir si j'ai les muscles qui sont tout tendus ou au contraire s'ils sont relâchés. Il y a un autre mot auquel on va être attentif, c'est le système sanguin. Alors, une personne adulte a environ 5 litres de sang, environ, et le sang, il ne va pas toujours au même endroit en fonction de ses états corporels. Alors, je ne peux pas sentir où va mon sang, mais selon où il est, eh bien, il va y avoir des réactions que je peux vraiment sentir. Le sang, c'est un liquide qui est chaud, donc il faut imaginer comme un liquide qui passe dans un radiateur. Donc, si mon sang il passe en périphérie, eh bien, je vais avoir les mains et les pieds bien chauds. Par contre, si mon sang il est moins dans mes périphéries, je vais avoir les mains et les pieds plus froids. Et ça, je peux le sentir. Donc, ça fait partie justement des choses qui peuvent m'indiquer dans quel état je suis. Le système digestif, alors comment est-ce que je peux sentir si je digère bien ou si je digère mal? Alors, sur 24 heures, on sait si on a mangé quelque chose de lourd ou au contraire, si on a mangé quelque chose qu'on a bien digéré, si on a pu évacuer facilement ou non. Sauf que la définition ici, c'est ce que je peux sentir immédiatement. Donc, ce n'est pas sur 24 heures. Donc, en fait, un des signes qui va m'indiquer si maintenant mon système digestif il est très actif ou non, en fonction des 3 états vus précédemment, ça va être l'humidité de la bouche qui va changer. Alors, on va le voir par la suite, de quelle manière et quand. Alors, cette espèce de bulle de bande dessinée qui est un peu moutonneuse, elle figure les pensées, mais pas la qualité des pensées ou le type de pensée, mais le rythme des pensées. C'est-à-dire que selon l'état organique dans lequel on va se trouver, le rythme des pensées va se modifier. On peut avoir des pensées qui sont papillonnantes, on saute du coq à l'âne, ou avoir des pensées extrêmement ciblées, ou des pensées qui sont obsédantes, qui tournent en boucle, qui peuvent être invasives, ou plus de pensées du tout. Voilà, donc le rythme des pensées est un critère dont on peut se rendre compte. Ça figure la peau, donc ça c'est la peau avec un poil. Voilà, bon. Et c'est plutôt, je mets le masque, c'est vraiment quand on met un loup, hein, c'est vraiment cette partie-là auquel on va être attentif, qui va changer en fonction des 3 états. Ça peut changer parce que la vascularisation va changer. Donc ça, pour le coup, c'est pas ce qu'on peut voir sur soi, mais on peut le voir sur l'autre. Il peut y avoir des crispations du visage et la luminosité du regard ou la manière dont les gens regardent, s'ils soutiennent le regard, s'ils fuient le regard ou s'ils ont un regard intrusif, ça peut marquer aussi l'état organique dans lequel ils sont. Et puis la dernière chose, c'est ce que j'appelle le climat intérieur. Alors, ça vient plus chercher dans l'imagination comment tous ces éléments-là, en fait, ça va induire une sorte de climat intérieur. Et il y en a 3 de ces climats. Ça figure 3 états, c'est 3 ambiances. Et je dis ça, c'est
un petit peu la syntaxe, c'est-à-dire que tous ces 10 éléments, on ne va pas les prendre séparément. Dans chaque état, ils vont tous bouger en même temps et montrer quelque chose d'autre. Si on les prend séparément, si je prends juste le cœur qui bat, ça ne va rien me dire. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais on va poursuivre et la présentation, ça deviendra peut-être un peu plus limpide, en tout cas je l'espère. Donc, on va voir ces mots du corps, comment je peux entendre quand je suis dans cet état de mouvement, d'attaque ou de fuite, enfin qui me permet l'attaque ou la fuite. Alors, je vous rappelle, c'est un contexte ou une situation de danger qui a été repérée par mon système nerveux autonome. Je vais faire une petite précision, il se pourrait parfois, et on va le voir plus tard, que mon corps soit dans un état de vigilance, prêt au mouvement, et que psychiquement, on se sente tout à fait détendu. Et parfois, il n'y a pas la même, c'est pas le même état. Donc, je suis pas en train, ici, je dis pas comment les gens se sentent en termes psychiques. On est vraiment au niveau du corps. Et c'est intéressant de voir ces différences et de voir qu'il peut y avoir des états différents qui cohabitent au même moment, une expression d'un état différent. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau, comment mon corps il me dit que possiblement je suis dans un état prêt au mouvement ou de fuite? Alors, au niveau de l'oreille, il y a des petits os dans l'oreille qui vont se mettre dans une certaine position de façon à entendre plutôt les sons sourds, parce que les sons sourds, ça représente le danger. Ça, c'est un peu atavique. Et puis, donc, la lionne qui court après, c'est un son plutôt sourd. Donc, ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'oreille. Au niveau des yeux, vous voyez que la gazelle, elle n'a pas du tout un regard périphérique. Elle regarde où elle va, où elle court. Donc, en général, c'est un regard qui est focus, soit là où on veut aller, soit où est le danger. Elle n'est pas du tout en train de regarder ce qui se passe autour. Au niveau du cœur, alors, pour pouvoir courir rapidement, il faut que les muscles fonctionnent. Pour qu'un muscle fonctionne, il a besoin d'énergie et d'oxygène. L'oxygène, on le prend dans l'air par le biais de la respiration. Ça vient dans le sang, il est pompé par le corps et amené aux muscles. Ça veut dire que le cœur, il bat super rapidement, la respiration, elle est hyper rapide, mais également hyper efficace, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup d'oxygène et on rejette beaucoup de gaz carbonique, et le sang, alors, bon, tout ça, je peux le mesurer. Donc, je me rends compte que je respire vite. Quand mon cœur bat vite, je le sens aussi. Mes muscles, ils sont prêts au mouvement. Et puis, alors là, le sang, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va vite, mais ça, on ne peut pas le percevoir. Donc, en fait, ce que je perçois, c'est ce que je vous avais dit avant, c'est la température. À ce moment-là, mon sang, il va aux gros muscles de mouvement pour permettre le mouvement et aux organes vitaux. Donc, mes périphéries, plutôt les pieds, les mains, vont changer de température et aller plutôt vers le froid. Ça, c'est le système digestif. Donc, la question, est-ce que quand la gazelle, elle part en courant pour sa survie, est-ce que c'est important qu'elle digère ce qu'elle vient de manger? Non. Donc, le système digestif a tendance à, pas s'arrêter complètement, mais à diminuer son efficacité. Donc, ce que je vous avais dit précédemment, c'est que le système digestif, on ne va pas sentir qu'il travaille moins bien. Mais ce que je vais sentir, c'est au niveau de la bouche, que je risque d'avoir moins de salive. Alors, comment on peut voir ça? Si vous regardez à la télévision un débat politique avec des hommes politiques, là, ils sont tous beaux, ils ont plein de choses à dire intelligentes, et à côté d'eux, ils ont tous un verre d'eau. Alors, pourquoi? Est-ce que parler donne soif? Non. Mais eux, ils sont en pleine guerre, ils sont dans l'arène. Donc, du coup, possiblement, leur système digestif, il s'est un peu arrêté et ils n'ont plus de salive. Donc, du coup, ils boivent pour humecter. Voilà, parce que sinon, on peut parler des heures sans avoir besoin de boire. Ce n'est pas le fait de parler qui assèche la bouche. Et puis donc là, au niveau des pensées, donc la gazelle, je ne sais pas les pensées qu'elle a, mais une personne, quand elle est dans cet état-là, les pensées, elles sont rapides, elles sont efficaces, elles sont ciblées. Donc le rythme est rapide et sur une seule chose, sur la problématique.
Et puis ici, donc ça c'est la peau, donc le masque. Donc à ce moment-là, le masque, il pourrait possiblement, donc quelqu'un qui serait un peu dans cet état-là, qu'on regarde, c'est quelqu'un qui peut avoir un regard un peu intrusif, ou bien il peut y avoir des crispations au niveau du visage. Et puis, comme tout le sang est plutôt dans les gros muscles du mouvement et dans les organes vitaux, il peut y avoir un changement au niveau de la coloration. Donc, soit, et ça, il y a des différences qui sont singulières selon les personnes, soit plutôt vers le plus rouge, et puis de la transpiration, parce qu'il y a du mouvement, soit plutôt vers le plus blanc. Et puis, ce que ça figure, l'ambiance que tous ces mots MOT, quand il y a une syntaxe, ça va donner un climat. Et le climat, c'est vraiment de dire, enfin, pour le coup, c'est pas vraiment c'est qu'il y a le feu, c'est au feu. Et quand il y a le feu, il y a les pompiers qui vont vers le feu et il y a les civils qui s'éloignent du feu. Quelle que soit la direction, il y a du mouvement, il y a de l'urgence, il y a de l'efficacité, il y a de la performance. Ça, c'est l'ambiance de cet état corporel dans lequel nous met le système nerveux autonome quand il définit qu'on se trouve dans une situation de danger ou un contexte de danger. Et donc, ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on peut percevoir. Alors, à quoi ça sert, ça? Alors, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, vous venez, il y a rarement des lions qui nous courent après, enfin, par ici, on a la chance d'être dans un pays où il n'y a pas de guerre civile. On peut se promener dans la rue, a priori, sans risquer sa vie à tout instant. Donc, quel type d'ennemi on pourrait ou de danger il pourrait y avoir? Alors, imaginez que vous revenez, vous faites Zurich-Genève, c'est dimanche soir, c'est vers 5-6 heures, quand l'heure, elle est entre chien et loup, donc on ne voit pas très bien. Et puis, si on est sur l'autoroute, il pleut. Et puis, il y a des gens en face qui ont déjà allumé leur phare. Il y a beaucoup de réverbération. Et puis, il y a beaucoup de personnes sur l'autoroute et on roule un peu collé. Et voilà. Donc, à ce moment-là, il y a bien des chances que vous soyez dans cet état. Donc, le danger, évidemment, c'est l'accident. On regarde, on est fixé sur la route et les usagers de la route. Et des fois, on est un peu crispé sur son volant. Et si quelqu'un nous parle avec une voix qui serait plutôt, la voix humaine, c'est plutôt dans les aigus, on a parfois envie que la personne se taise, ou si on met de la musique, on va plutôt l'éteindre parce que ça nous dérange en fait. On est plutôt en train d'écouter les moteurs et d'être attentif sur ce qui se passe. Et à ce moment-là, c'est très bien d'être dans cet état-là. C'est ce qu'il faut, ça nous sauve la vie d'être un peu attentif parce que du coup, on est vraiment performant. Continuons. Un autre état corporel. Alors, l'état d'immobilité, donc ça, c'est quand mon système nerveux autonome, il me met dans cet état corporellement quand il pense que je suis dans une situation de menace de mort imminente. Alors, ça s'appelle tomber dans les pommes, c'est une forme de syncope, ou il y a une autre forme, on n'est pas dans les pommes, où c'est une forme de dissociation. Alors, au niveau de l'oreille, on n'entend plus rien si on est dans les pommes. Au niveau des yeux, vous voyez que il n'y a plus rien. Ici, là, ce qui était tellement activé avant, comme la souris, elle fait un peu la morte, donc le battement du cœur, c'est au minimum. Donc, c'est plutôt des tensions artérielles très basses. La respiration également, c'est une toute petite respiration. Le tonus musculaire, pour le coup, il est flasque. Ouf, rien du tout. Tout ça, on le sent et où on peut le mesurer. La circulation sanguine, alors où est-ce qu'elle va, elle? Que dans les organes vitaux. Donc, pour le coup, toutes les périphéries sont froides. Donc là, c'est pieds et mains froids. La digestion, également, elle fonctionne à minimum. Donc, c'est la bouche sèche. Les pensées, il y en a plus si on est dans les pommes. Ici, donc le visage, quand vous voyez quelqu'un qui tombe dans les pommes, il devient ouf, tout pâle. Me parle. Et puis, la résultante de tout ça, l'ambiance, ça va être figuré par une idée d'inondation, en fait. Il y a trop, quoi. J'en ai par-dessus la tête, quoi. C'est trop. Alors, quand est-ce qu'on est dans cet état, comme la petite souris, là? Alors, vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est assez rigolo. Quand les gens se marient, il y a pas mal de gens qui tombent dans les pommes. Parfois le monsieur, parfois la dame, qui se retrouvent les quatre fers en l'air. Et alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, personne ne va les tuer, hein, ils ne sont pas dans une menace de mort, j'ai envie de dire, rationnelle, mais pour le système nerveux autonome, il y a tellement
il court-circuite. Et peut-être que vous avez pu assister à ça dans votre vie. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé d'aller à un mariage d'un ami qui, au moment de signer, donc on était tout un groupe d'amis, on le connaissait bien, donc on voyait bien que ça n'allait pas, on a cru qu'on allait le perdre, quoi. Transpiration, respiration, ouf. Voilà. Bon, ben, finalement, il n'est pas tombé dans les pommes. Mais en fait, son système nerveux autonome était en train de le mettre dans cet état-là. Pour le système nerveux autonome, il était dans une situation de menace de mort imminente. Vous avez aussi l'étudiant qu'on appelle pour son oral d'allemand qui se lève, hop, qui devient tout blanc, pouf, et qui tombe dans les pommes. Alors, par ici, on n'a jamais tué aucun étudiant qui passait son oral d'allemand. Donc, rationnellement, psychiquement, enfin, il n'y a aucun danger, sauf que pour le système nerveux autonome, c'est trop. Et on tombe dans les pommes. Alors ça, c'est les exemples un peu rigolos. Les exemples moins drôles, c'est par exemple une personne qui subirait une agression sexuelle. Donc il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Les gens, ils disent, alors ça c'est plutôt une situation de déconnexion, ils disent, je voyais ce qui se passait, je ne réagissais pas, je ne disais rien, je ne me suis pas débattue, je n'ai pas crié, je n'ai pas demandé d'aide, et j'ai même fait ce qu'on m'a dit. Alors ça, c'est pas en train de souligner une situation où les gens ils sont consentants, hein, pas du tout. C'est en train de dire à quel point, au contraire, ils étaient effrayés par la situation. Et tant qu'on ne comprend pas ce phénomène-là, les personnes peuvent nourrir une culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur de la situation parce qu'ils ne se sont pas défendus, ou alors on va leur dire bah, vous n'avez rien fait, donc vous étiez consentant. Et pas du tout. Donc c'est vraiment important de comprendre ces phénomènes-là. Et le système nerveux autonome, à ce moment-là, il prend le dessus sur la volonté. Il prend le contrôle. Donc, voilà. Et à quoi ça sert? Eh bien, au moment où on se voit comme de l'extérieur, les gens disent c'était un peu ouateux, quoi, je ne sentais rien. Eh bien, ça protège de la douleur. Ça protège du trauma. Momentanément. C'est une stratégie de défense. Après, il faut revenir, ça c'est toute une autre histoire. Hop. Alors, le troisième état, donc c'est l'état de connexion, donc qui est absent du stress. Hein, mais il faut le connaître pour comprendre que justement, quand il y a beaucoup de danger, cet état, on n'y est plus trop. Donc, l'état de connexion corporelle est triple. C'est une connexion à soi-même, aux autres et à Dieu. Donc, quand je parle de Dieu, alors pour certains, c'est réellement une spiritualité ou une religion qu'ils vont pratiquer, pour qui c'est important. Pour d'autres, ça va plutôt être, ce que j'entends par là, c'est quelque chose de plus grand. Donc cette sensation de plus grand, on peut la voir quand on fait un peu de montagne, on se promène et tout à coup, waouh, on se retrouve devant un massif montagneux ou un peu en hauteur, ou bien devant des paysages de mer qui est déchaîné, où on se sent participant de ce paysage, mais un peu tout petit, quoi. Voilà. Alors ça c'est des états de connexion. Aux autres, c'est la relation à l'autre, c'est ce qui nous met le plus vite et le plus rapidement en connexion, pour autant que cette relation n'ait pas été abîmée par des agressions. Voilà, on s'abîme souvent dans la relation aux autres, mais c'est aussi dans la relation aux autres qu'on va se réparer. Donc là, une connexion, c'est quand on est réparé ou pas abîmé dans la relation à l'autre. Et puis, à soi-même, alors au niveau de l'organisme, c'est un moment où l'organisme, il va bien cicatriser, il a une bonne immunité, on grandit bien. Alors, toutes ces choses, on ne les perçoit pas. Hein. Je vous rappelle que l'idée d'apprendre les mots MOT de mon état corporel, c'est de voir des choses ou de sentir des choses qui me sont accessibles. Alors, comment je peux savoir que je suis dans un état de connexion? Alors, au niveau de l'ouïe, alors c'est au niveau des petits muscles et les petits os, c'est les plus petits os du corps qui se trouvent dans l'oreille, ils vont se mettre en position d'être capables de bien entendre les sons aigus. Donc, c'est un moment où je peux entendre le bruissement du vent dans les feuilles, les chants des oiseaux, tous ces petits bruits, ils sont accessibles à moi. Le regard, c'est un regard périphérique. Alors là, je vais vous donner une situation parce que ça va être plus facile. Vous vous imaginez que vous êtes avec des amis,
des gens avec qui vous vous sentez bien, et un petit groupe, et vous vous promenez dans les bois pour aller faire un pique-nique. Donc, on n'est pas en train de faire du sport d'élite, on est plutôt, c'est la passeggiata all'italiana, donc c'est un petit rythme tranquille. Et puis, les uns les autres, on discute, on regarde un peu les arbres, les nuages, il y a des enfants, on rigole avec la forme des nuages, on voit des champignons, on profite pour les prendre pour le petit barbecue qui va suivre, on parle un peu de politique, de choses et d'autres. Donc, mon regard, il est périphérique, les nuages, les champignons, les amis. Au niveau de mon cœur, donc je marche tranquillement. Donc, tout ça, le cœur, il bat tranquillement. La respiration, je respire, mais juste ce qu'il faut. Le tonus musculaire, il est ni trop tendu, ni trop flasque, parce que sinon je tomberais. Donc, il est ce qu'il faut pour que je puisse me tenir debout et marcher. Là, au niveau de la circulation sanguine, donc on a vu que cet état de connexion, c'est quand le corps il fonctionne bien, il s'occupe bien de lui. Donc à ce moment-là, le sang il diffuse bien partout, parce que le sang il va oxygéner tous les tissus, partout également en périphérie. Donc c'est un moment où je vais avoir les pieds et les mains bien chaudes, et puis aussi une peau qui est pas ni humide, mais qui est bien sèche. Ici, la digestion, elle fonctionne super bien, donc j'ai la bouche qui est bien humide. Les pensées, alors les pensées, elles sont papillonnantes pour ce coup-là. Je suis avec mes amis, on parle de tout et de rien. Donc, je dis aussi, elles sont arborescentes, les pensées. C'est qu'elles partent en l'air comme elles vont dans la terre, quoi. Ça va un peu dans tous les sens. Et en même temps, c'est facile de se concentrer. C'est-à-dire que si un des amis vient et dit « Ouh là là, il faut que je te demande un conseil, j'ai un souci par rapport à mon travail », ah oui, je peux me concentrer sur ce qu'il me dit facilement. Donc c'est un rythme lent, papillonnant, facilité de se concentrer. Et puis donc au niveau de la peau du masque, donc c'est une peau qui est bien vascularisée, donc c'est un joli teint. C'est aussi un visage qui est détendu et un regard qui est accueillant, ni fuyant ni agressant. Et puis ici, le climat, c'est un climat serein. Alors, c'est difficile de définir un climat serein qui pourrait parler à tout le monde. Il y a des gens, un climat serein, ce serait peut-être un paysage justement en forêt. Pour d'autres, ce serait plutôt au sommet d'une montagne. Certains en été, d'autres en hiver. Ça peut être un paysage de mer. Mais ça vraiment, ça évoque quelque chose de calme, de serein, d'agréable. Et on se sent sain et sauf. Voilà, ça, c'est l'état de connexion. Donc, vous avez vu que les ambiances, elles sont bien différentes par rapport à ces 10 mots qu'on a pu voir. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de l'expérimenter. Alors, on va juste un petit peu conjuguer le verbe être parce que ça demande beaucoup, enfin pas beaucoup de temps, mais ça demande des répétitions. Comme pour une langue, il faut un peu de répétition pour arriver à la parler correctement. Avant, je vais encore juste évoquer ça, c'est que les états corporels, donc je vous l'ai dit avant, le mouvement et l'immobilité peuvent avoir lieu sans danger. Alors, par exemple, quand on joue, imaginez donc le ballon, ça figure un jeu de ballon, on est avec des amis, on va jouer au ballon, au foot par exemple, ou au hasard. On est en connexion, puisque c'est des amis, on se sent sain et sauf avec eux, et l'environnement est vraiment sain et sauf. Par contre, mon corps, il va se mettre en mouvement. Donc, tout ce que je vous ai décrit de la gazelle, c'est juste, ce sera présent. Mon cœur va battre vite, mes muscles vont être prêts au mouvement, donc je vais être vraiment performant, réactive et en connexion. Donc là, il n'y a pas du tout de notion de danger. De même que l'immobilité, l'état d'immobilisation qui avant était évoqué comme dans un contexte de mort, de menace de mort imminente. Par exemple, un enfant qui va se coucher, vous allez avec lui pour lui lire une histoire, donc à ce moment-là, on est en connexion, et lui, il va tranquillement s'endormir, donc partir dans un état corporel d'immobilité, avec une respiration qui va plus lentement, un cœur qui va plus lentement, une température corporelle qui va descendre un tout petit peu, mais il n'y a pas de menace de mort imminente à ce moment-là, parce qu'il y a la connexion à chaque fois. Et ici, en fait, il y a juste en fait le frein, mais il n'y a pas l'accélération et le frein comme il y avait précédemment en cas de danger. On n'est pas du tout dans une stratégie de défense à ce moment-là. Donc vous voyez que ces états, ces complexes, ils dépendent toujours du contexte et de comment c'est interprété par mon petit système nerveux autonome.
Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis petit système nerveux autonome. C'est un système nerveux autonome hyper performant, hyper compétent. Alors, comment écouter son corps? On va prendre quelques minutes pour essayer de faire un peu de perception, pour rentrer essayer de voir, tiens, qu'est-ce que me dit mon corps? Et puis, je vous ferai un petit commentaire par la suite. Donc, vous restez là où vous êtes, vous ne changez rien. Si vous êtes accompagné de personnes, par contre, je vais vous proposer de rien, puisque vous écoutez, c'est que vous êtes en silence. La première chose à faire, c'est d'écouter les bruits ou les sons. Alors moi, j'entends les bruits de la route, parce que je suis dans un milieu urbain. J'entends une ventilation. Un klaxon. Est-ce que c'est possible d'écouter ou est-ce que vous avez des pensées qui arrivent? Des pensées intrusives, des pensées qui vous empêchent d'écouter? Puis maintenant, je vous propose de regarder autour de vous, vraiment en tournant la tête, hein, que la nuque tourne, et de chercher 3 objets blancs. Bon, ça, c'est facile, hein, parce que ça peut être la couleur des murs aussi. Et ensuite, vous cherchez 3 objets noirs. Trois objets rouges. Et maintenant, je vous propose de tourner votre attention vers la température de vos pieds. Est-ce qu'ils sont froids? Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont tièdes? Est-ce que vous percevez facilement ou c'est un peu difficile de percevoir? Et ensuite, la température de vos mains. Est-ce qu'elles sont froides? Est-ce qu'elles sont chaudes? Est-ce qu'elles sont tièdes? Est-ce que vous percevez facilement cette température? Et ensuite, est-ce que vos pieds ont la même température que les mains? Et est-ce que vous percevez la température sur la peau de votre visage? L'air ambiant sur la peau de votre visage? Et puis la bouche, comment est l'humidité de votre bouche? Et puis je vous propose d'imaginer un citron bien jaune que vous coupez, vous voyez sa pulpe là, jaune, vive, et puis vous imaginez que vous prenez cette moitié de citron et que vous la pressez dans la bouche, sous la langue. Et cette acidité là qui arrive dans la bouche, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, est-ce que vous sentez, est-ce que vous percevez le poids de votre corps? Et je vous invite vraiment à déposer vos épaules. Peut-être qu'elles le sont déjà, peut-être pas. Et à laisser tout le poids de votre corps se déposer sur la chaise. Et ensuite, de suivre votre respiration. Quand vous inspirez, où est-ce qu'il se trouve, où est-ce que vous sentez un mouvement dans votre corps? Et puis quand vous soufflez, comment est ce mouvement et où est-il? En principe, quand j'inspire, ça gonfle. Et quand j'expire, ça dégonfle, ça se détend. Et ensuite, je vous propose de vous mettre à l'endroit de votre corps où vous sentez quand vous avez besoin de faire pipi. Est-ce que vous avez besoin maintenant ou non, mais comment est-ce que vous percevez cette zone?
et ensuite vous mettre dans l'endroit de votre corps que vous sentez quand vous avez faim. Hop, et voilà. Et on va s'arrêter là pour la perception. Donc en quelques mots, quand on commence à écouter les bruits, alors est-ce que je suis capable d'écouter ou est-ce que j'ai des pensées qui sont intrusives? Est-ce que, après, la température de mes pieds et de mes mains, est-ce que c'est plutôt froid, plutôt chaud? Est-ce que je peux percevoir? Est-ce que mon corps il est déposé ou est-ce qu'il flotte? Est-ce que j'ai de la salive dans la bouche ou est-ce que c'est très sec? Évoquer un citron, souvent ça fait saliver. Donc l'idée c'est de relancer la digestion. Quand on regarde à droite, à gauche, ou qu'on cherche des objets rouges, blancs, noirs, c'est pour travailler sur ce réflexe d'orientation et de regarder autour de soi, d'avoir une vision périphérique, etc. Donc, si ces exercices sont faciles ou difficiles, ou c'est même pas en termes de facilité ou de difficulté, mais de que se passe-t-il quand je fais ça et quels sont les mots, M-O-T, que mon corps me dit, quelle est l'ambiance dans laquelle je suis, en sachant qu'il n'y a pas de mauvaise ambiance. Donc, qu'on soit dans un état de connexion, de mobilisation, donc prêt au mouvement, ou de menace de mort imminente quand on est immobile, tout ça, c'est physiologique et c'est sain. D'accord? Donc, quand il y a un danger, on appellera ça le stress, mais c'est plutôt le bon stress. Alors, on va voir un peu plus loin. J'arrive bientôt à la fin, donc un petit peu de patience. Donc, ça, on a fait, c'est ce que je vous appelais le plat de résistance. Maintenant, on passe au dessert, ça va être un peu plus léger. Donc, ça, c'est ce que j'appelais le principe de réalité. Quand on parle de stress, parfois les gens oublient que trop, c'est trop. Donc, vous voyez là, le petit âne, il va bien, mais il est en mauvaise posture, mais il n'est pas malade, il n'est pas cassé, il n'est pas abîmé, il est juste un peu contrarié. Là, on voit ses petites oreilles en arrière, là, oh là là. Bon, l'attelage, il est bien attelé, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. La charrette, bah, l'essieu va bien, les pneus sont gonflés, donc il n'y a pas de problème pour la charrette. La problématique ici, c'est que ce qu'il doit porter, c'est trop lourd. Et dans nos vies, parfois, on porte trop. Et on se dit, oh, bah, c'est marrant, ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas possible. Donc, de temps en temps, pour rencontrer pas mal de personnes, les gens portent beaucoup. Et il y a vraiment ce principe de réalité qui est un peu oublié parfois, c'est trop. On s'imagine des fois qu'on pourrait porter, mais non, c'est trop. Donc, de revenir un peu à quelque chose qui est de l'ordre du bon sens. Alors, ensuite, trop souvent, trop longtemps. Donc, j'ai insisté sur le fait que ces états corporels, ils étaient physiologiques et sains. Il n'y a pas de maladie là-dedans. On ne peut pas parler de stress chronique pour l'instant. Mais que se passe-t-il quand je suis trop souvent en état de mobilisation à cause du stress, d'un danger, ou trop souvent dans un état d'immobilisation à cause d'une menace de mort imminente? Alors, je reprends mon exemple de la personne qui fait Zurich-Genève sur une autoroute, quand il pleut, quand on ne voit rien, on est un peu stressé. Donc, on est dans cet état, c'est génial, ça nous sauve la vie. Parce que si, dans cette situation, j'étais dans l'état de connexion avec une vision périphérique, à regarder à droite, à gauche, ça, ce serait dangereux pour ma survie. Ici aussi, si je tombe dans les pommes, c'est dangereux dans ma survie, pour ma survie au moment où je conduis sur la route. Donc cet état, il est excellent dans ce moment-là. Et j'arrive à la maison et il me faut un moment pour pouvoir passer dans l'état de connexion. Parce que ici, il n'y a pas d'urgence. Ça ne me sauve pas la vie de revenir dans un état de connexion dans l'immédiateté. Donc ça demande du temps, ce passage-là. Si quand je rentre, j'ai tout à coup les voisins qui viennent sonner parce qu'il y a un problème, une fuite d'eau, voilà, et que du coup, hop, je repars là-dedans. Et puis après, enfin, je veux me reposer, je veux dormir, donc, ou juste me reposer, et hop, j'ai un téléphone, un problème avec ma belle-sœur qui me dit que, conflit de famille, hop, ça me remet là-dedans. Et on a des vies qui ont tendance à beaucoup nous mettre là-dedans et on n'arrive pas à revenir en état de connexion. Donc, je vous ai décrit comment c'était la connexion, hein. Alors, quand je suis constamment là-dedans, quels sont les signes? Alors, je vais vous les décrire, mais il faut être très, très prudent parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient donner ces signes-là.
Mais quelqu'un qui serait tout le temps dans ces états-là, ça donne des gens c'est vraiment tout au niveau du thorax. Là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup agir. Donc, mon corps, il est toujours prêt au mouvement. Donc, je vais être tendue au niveau de ma mâchoire, au niveau de mes trapèzes, dans le bas du dos, une hypervigilance tout le temps. Et puis, possiblement un peu serré dans le thorax, peut-être un peu même des crises d'angoisse, des pensées récurrentes qui tournent en boucle, qui sont stériles, et toujours un rythme de pensée rapide, des tensions plutôt hautes, et c'est fatigant à la longue. Et puis, quelqu'un qui serait toujours dans cet état-là, donc un peu un état de menace de mort imminente, donc une immobilisation, c'est des gens qui sont un peu, qui le disent, ils disent ah, mais j'ai trop, mais j'en peux plus, c'est un peu une fatigue chronique. Oh mais, oh mais, ce qui n'est pas du tout ici c'est pas du tout la même ambiance. Hein. Et là, la symptomatologie, ça va être plutôt des crampes au ventre, ça va plutôt de se mettre en boule, oh j'ai mal, oh, se coucher en boule sur le canapé. Voilà. J'essaye de faire vivre ça. Hein. C'est pas parce que de temps en temps on a des crampes au ventre et qu'on se couche en boule dans le canapé qu'on est chroniquement ici. Hein. Donc voilà, il faut vraiment nuancer ce que je viens de vous dire, mais ça peut donner des pistes de ce qu'on pourrait appeler du coup le stress chronique. C'est que mon corps, il s'adapte, mon système nerveux, il s'adapte à mon contexte, mais j'ai peut-être un contexte qui est trop dangereux tout le temps, et du coup, j'arrive plus à revenir là. Et ces états, ils sont épuisants pour le corps et donc pour la personne. Et une autre chose se passe, c'est que si je suis tout le temps dans ces états-là, mon système nerveux autonome, il est vivant. Et quand on est vivant, on s'adapte. C'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus performant, quand il essaie de détecter, à repérer les dangers et à y réagir. Donc non seulement mon contexte, il m'amène beaucoup de dangers, mais en plus, mon système nerveux autonome, il va revoir plus que ça, et encore mieux que jamais. Donc il va réagir de plus en plus vite. Donc vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux. Alors, quand le système nerveux autonome fonctionne trop bien, c'est ce que je viens de vous écrire, donc à force d'être dans un contexte de danger, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le système nerveux autonome devient de plus en plus performant et il finit par détecter des dangers partout. Alors, l'exemple, c'est vous rentrez du travail, vous dites je vais me couler un bain, vous préparez votre bain, une bonne température, vous mettez des petites bougies, donc ce n'est pas une lumière trop agressante, vous mettez une petite musique tranquille, vous vous mettez dans votre bain et vous vous retrouvez avec les épaules qui montent, vous avez les dents serrées, là, et ça, ce n'est pas adapté. Le contexte, il est tout à fait bienveillant, sain, tranquille, mais votre corps, il n'arrive plus à se détendre. Alors, vous pouvez conjuguer ça, je suis devant la télé ou je suis à table avec des amis et je reste vigilant dans mon corps. C'est un corps qui est prêt à bondir tout le temps. Une menace de mort imminente, c'est par exemple quand vous avez rendez-vous avec les ressources humaines pour discuter d'un point au niveau de votre travail, il n'y a pas de menace de renvoi, rien de tout ça. C'est juste pour une histoire d'organisation, voire peut-être même une adaptation du salaire vers la haute, un peu plus haute. Et puis, pour l'organisme, ressources humaines, c'est trop. Quoi. Donc, il va avoir des réactions de genre les mains moites, vous avez froid aux mains, peut-être que vous avez été 2-3 fois aux toilettes avant, plutôt avec des diarrhées, vous transpirez, vous êtes pâle. C'est inadapté à la situation de nouveau. Et on a beau le savoir, ce n'est pas la volonté qui peut changer ça. C'est vraiment mon système nerveux autonome qui est devenu trop efficace. Et là, on est dans ce qu'on appelle un stress chronique. Et pour l'organisme, pour la personne, c'est épuisant. Alors, comment réguler le système nerveux autonome et revenir à un état de connexion? Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a pas de petite pilule bleue qui va faire ça. Hein. L'expert, c'est vous. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir dans quel état vous êtes. Hein. Donc, mon corps, qu'est-ce qu'il me dit? Tant que je ne sais pas dans quel état je suis, je ne peux pas changer. Donc, la première chose à faire, c'est identifier l'état du corps. Et c'est ce qu'on vient de faire par la perception. Alors, la perception, il n'y a pas besoin de faire un cours de perception, il suffit. Alors déjà, quand vous êtes dans les transports publics, c'est le téléphone dans la poche et regardez ce qui se passe autour de vous. Écoutez les bruits, sentez les odeurs, regardez le paysage. Tout ça, c'est des connexions. Marchez dans la rue, sentez l'air sur le visage. On marche avec des masques, sentez le masque qui tire derrière les oreilles, sentez-le sur votre peau.
Tout ça, c'est des choses, des petits exercices de perception qui ramènent à la connexion. Ce qui ramène à la connexion, c'est ce que j'aime, ce qui est bon pour moi. Il y a des gens qui vont aimer cuisiner, ça les ramène à eux, ils aiment les odeurs, et ils aiment prévoir une recette. Il y en a d'autres, ça va être de bricoler une moto, et ils oublient tout, ils sont pris par ça, ça leur fait du bien. Mais il n'y a que vous qui savez ce que vous aimez. Donc l'expert, c'est vous, il n'y a pas une bonne activité. Et puis l'autre, c'est la connexion à l'autre, souvent la relation à l'autre, téléphoner à quelqu'un de bienveillant, avec qui on a une bonne relation, souvent, ça remet en connexion. Et il y a des gens, on ne les connaît pas très bien, mais d'être à côté d'eux, leur proximité, ça nous fait du bien. Voilà, ben, c'est ces petites choses-là qui, petit à petit, aident à la connexion. Après, il y a d'autres choses à faire sur le contexte, voilà. Mais là, moi, je parle plutôt du corps. Évidemment que le spectre des choses sur lesquelles on peut agir est plus large. Alors, idée d'aide thérapeutique, et je mets thérapeutique entre parenthèses, parce que l'expert, c'est vous. Donc, pour revenir à un état de connexion. Alors, ce que je trouvais intéressant par rapport au travail physique, c'est ASTAC, Association Suisse Romande des thérapies avec le cheval, ou tout ce qui est le travail un peu, donc la thérapie équine, ou une approche d'éthologie équine qui travaille beaucoup la posture de la personne à côté du cheval. Donc, on n'est pas du tout en train de faire du cheval les sauts d'obstacles ou du dressage, c'est pas du tout ça. Mais à côté du cheval. Donc, si vous êtes dans un état plutôt d'immobilité où vous avez tendance à disparaître, le cheval, il ne vous voit pas, il vous marche dessus, mais au figuré, au propre et au figuré, mais surtout au propre. Donc, c'est 600 kilos, un cheval qui vous marche sur le pied. Ouf. Si vous êtes en état de mobilisation, que vous êtes tout prêt au mouvement, et puis que vous faites des gestes un peu brusques ou une voix qui est un peu brutale comme ça, le cheval, il va réagir très fort, très vite. Et c'est 600 kilos qui réagit très fort, très vite. Ouh. Si on est en connexion, et bien du coup, à soi-même et au cheval, parce que c'est vraiment dans la relation, eh bien c'est un cheval avec lequel vous pouvez marcher, qui va marcher derrière vous, par exemple. Et puis, du coup, c'est pas un acquis, c'est qu'il faut tout le temps se réajuster. Et là, c'est un vrai travail de connexion qui peut être intéressant à faire. Le chant, donc j'ai mis le chant, c'est pas forcément thérapeutique si vous faites un cours de chant, mais quand enfin, c'est pas forcément, c'est-à-dire que quand on chante, c'est pas dans une finalité thérapeutique. Souvent, c'est parce qu'on aime la musique simplement. Et donc, quand on chante en groupe, on doit écouter les autres. Ma voix, elle doit être, ça dépend de ce qui est décidé, mais plus ou moins ou en même temps, écouter les rythmes. Et puis, en même temps, vous êtes dans un contexte, si on chante en plein air ou dans une pièce, la manière dont le son va revenir, c'est pas du tout la même chose. Et donc, il y a vraiment des gens qui vont travailler autour de la voix en prenant compte de ce contexte-là. Et ça va travailler la connexion. Et bien sûr, le chant, ça travaille le diaphragme. Enfin, il y a tout un effet physiologique qui est très intéressant. Et puis, je vais finir avec ça, le TRE, Trauma Releasing Exercises. Donc, c'est une méthode qui travaille sur la régulation du système nerveux autonome. Alors, quand on a froid, on a vu au début de la présentation, c'est un immense stress pour le corps, parce que le corps, c'est un organisme à sang chaud, il ne doit pas perdre sa température. Si ma température, elle baisse, il va y avoir de grosses réactions de tremblement. On appelle ça grelotter. Alors, c'est le tremblement qui m'intéresse là. Autre exemple, je suis sur l'autoroute, je plante les freins parce que je dois freiner d'urgence. Wow, pour éviter un obstacle que j'évite juste. Et puis la voiture de derrière, elle ne me rentre pas dedans. Je peux continuer à circuler. Les gens souvent racontent ça. Ils disent j'ai dû me mettre dans le bas-côté, m'arrêter parce que j'avais les jambes qui étaient comme du coton, qui flageolaient. Donc là, ils sont de nouveau, ils décrivent le tremblement. Donc le but du TRE, alors, pardon, je n'ai pas fini mon explication. Ce tremblement, on appelle ça un tremblement neurogénique. À quoi il sert? C'est un tremblement neurophysiologique inné que le corps a. C'est un outil que le corps utilise pour quand il y a trop d'agression, quand il est en train de perdre son équilibre, on appelle ça l'homéostase, c'est pour le récupérer plus vite. Et en fait, comme le tremblement, on ne sait pas trop pourquoi, il est en général censuré dans nos vies d'adultes parce que peut-être que ça représente la maladie, la perte de contrôle, ou bien une personne en manque d'une substance. Enfin, le tremblement, il a mauvaise presse. Donc, on va
l'éviter. Du coup, on se prive d'un outil inné neurophysiologique qui nous permet de réguler notre système nerveux autonome pour qu'il revienne à la connexion. Donc, le but du TRE, c'est de déclencher ce tremblement tout en restant dans l'état de connexion en vert que je vous ai décrit pendant cette présentation. Alors, alors attendez voir, est-ce que j'arrive à... Oui, j'ai mis un petit film ici qu'on va voir, c'est juste voir l'état que ça fait. Donc, vous verrez que la personne, donc maintenant on travaille beaucoup sur Zoom, c'est pas un de mes films, hein, c'est monsieur David Bersely qui met ça en ligne, donc c'est le fondateur de la méthode. Donc lui, il a des haut-parleurs simplement parce qu'il est sur Zoom, donc c'est pour entendre ce qu'on lui dit et communiquer, et il est en séance de TRE. Donc, voilà. Donc, vous voyez ces tremblements. So, can you explain Donc, il est tout à fait présent. Il est en train de demander, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il est en train de se passer? Donc, sa conscience est là, il sourit, il écoute. Et là, David Bersely est en train de lui expliquer. Alors, ce qui est assez intéressant. Et le corps continue à trembler. Hop, et si je vais un peu plus loin, voilà. Et il est toujours en train d'écouter, il est complètement connecté. Donc consciemment, il est calme, mais le corps est en train de se réguler. Il peut donc aller plus loin. Et là, ça s'arrête. On va voir un peu plus loin. Voilà. Peut-être un peu plus loin. Est-ce qu'on voit encore d'autres mouvements? Enfin voilà, vous avez vu un petit peu au départ comment il tremblait. Donc c'est vraiment ce tremblement physiologique qu'on va essayer, enfin qu'on ne va pas essayer, qu'on va déclencher. Alors je reviens ici. Hop, voilà. Alors ça, je viens de vous en parler. Le film, c'est fait. Conclusion, on y est. Alors, le stress fait partie des stratégies d'adaptation au contexte autour de nous, de vous, de moi, pour assurer la survie. Alors, quid de mon contexte de vie, hein, parce que peut-être que j'ai un contexte qui est trop dangereux, il y a trop de danger, peut-être pas assez de sécurité. Alors, voilà. Ensuite, on a parlé des mots du corps pour identifier l'état d'activation physique. Donc, ces états, c'est la connexion, le mouvement et l'immobilité. À quoi ils servent et quand est-ce qu'ils sont utiles et quand est-ce que finalement ça fonctionne trop bien et puis ça devient épuisant. Puis pour revenir à la connexion, donc j'ai souligné que la perception égale connexion et ce qui pour moi est important, c'est que l'expert chez vous, pour vous, c'est vous. Donc il n'y a pas de thérapie miracle, il n'y a pas... Cette expérience-là de percevoir dans quel état vous êtes, de parler la langue de votre corps, il n'y a que vous qui pouvez faire ce processus-là. Voilà, merci pour votre attention et votre écoute.